Les fleurs de l'enterrement étaient encore fraîches quand ils ont décidé de me détruire. J'étais assise dans le fauteuil en cuir de Floyd dans son bureau à domicile, le même fauteuil où il avait passé d'innombrables soirées à examiner des documents commerciaux et à planifier notre avenir ensemble. 22 ans de mariage, et maintenant je devais prétendre que les deux hommes qui se tenaient devant moi avaient le moindre droit de décider de mon sort. Sidney, le fils aîné de Floyd, portait la mort de son père comme un costume cher, parfaitement taillé à son avantage. À 45 ans, il possédait la même présence imposante que Floyd avait autrefois, mais sans la chaleur. Ses yeux gris acier me balayaient avec le calcul froid d'un homme d'affaires évaluant un mauvais investissement. « Colin, dit-il, sa voix portant ce ton condescendant que j'avais appris à détester au fil des ans. Nous devons discuter de quelques questions pratiques. » Edwin, de 3 ans son cadet mais paraissant plus âgé avec ses cheveux prématurément clairsemés et sa mâchoire molle, se tenait à côté de son frère comme un lieutenant loyal. Là où Sidney était tout en angle vif et en mouvement calculé, Edwin était une agression passive enveloppée dans une fausse sollicitude. « Nous savons que c'est difficile, » ajouta Edwin, sa voix dégoulinant d'une sympathie artificielle. « Perdre papa si soudainement, ça a été dur pour nous tous. Dur pour nous tous. » Comme si c'était eux qui avaient tenu la main de Floyd pendant ces longues nuits à l'hôpital. Comme si c'était eux qui avaient pris les décisions impossibles concernant les traitements et la gestion de la douleur. Ils étaient venus pour l'enterrement, bien sûr. Sidney arrivant en avion de son cabinet d'avocat à San Francisco. Edwin venant en voiture de Los Angeles où il dirigeait une vague entreprise de conseil. Mais pendant les 3 mois de la maladie de Floyd, quand ça comptait vraiment, j'avais été seul. Quel genre de questions pratiques, demandai-je, bien que quelque chose de froid s'installait déjà dans mon estomac. Sidney échangea un regard avec Edwin, une communication silencieuse perfectionnée au fil de décennies de secrets partagés et de compréhension mutuelle. C'était le genre de regard qui excluait tout le monde dans la pièce, tout le monde comme moi. La succession, dit simplement Sidney. Les actifs de papa, les propriétés, les parts dans les entreprises. Nous devons régler la manière dont tout sera distribué. Je sentis mes doigts se resserrer sur les accoudoirs du fauteuil de Floyd. Le cuir était usé et lisse par des années de ses mains dans la même position, et je trouvais du réconfort dans cette texture familière. Floyd et moi avons longuement discuté de cela. Il m'a assuré que tout était réglé. Eh bien, oui, dit Edwin, son ton suggérant que je manquais quelque chose d'évident. Papa a pris des dispositions, mais peut-être n'a-t-il pas expliqué toute la complexité de la situation. Sidney sortit un dossier manie de sa mallette et le posa sur le bureau de Floyd, le même bureau où Floyd m'avait embrassé pour me dire au revoir chaque matin pendant 22 ans. Le dossier était épais, d'aspect officiel, intimidant comme le sont toujours les documents juridiques. Le testament est très clair, poursuivit Sidney, ouvrant le dossier avec une précision théâtrale. La maison ici à Sacramento, évaluée à environ 850 000 $, nous revient conjointement à Edwin et à moi. La villa au lac Tahoe, 750 000 $, nous revient également. Les actifs de l'entreprise, environ 400 000 $, seront également répartis entre nous. Chaque chiffre me frappait comme un coup physique. Notre maison, l'endroit où Floyd et moi avions construit notre vie ensemble, où nous avions organisé des dîners de Noël et des fêtes d'anniversaire, où nous avions parlé de vieillir ensemble, parti. La villa où nous avions passé notre lune de miel, où nous avions célébré notre 10e anniversaire, où Floyd m'avait dit qu'il m'aimait pour la première fois, parti. Et pour moi, demandai-je tranquillement. Edwin bougea mal à l'aise, mais l'expression de Sidney resta inchangée. Eh bien, naturellement, il y a la police d'assurance vie. 200 000 $. Cela devrait être plus que suffisant pour vos besoins futurs. 200 000 $ pour une femme de 63 ans qui avait abandonné sa carrière pour soutenir la famille de son mari. Pour quelqu'un qui avait passé les 2 dernières décennies à gérer la maison de Floyd, à recevoir ses associés, à s'occuper de lui pendant sa maladie. 200 000 $ pour tout recommencer. Je vois, dis-je, même si je ne voyais rien du tout. Ça ne pouvait pas être vrai. Floyd m'avait promis que je serais prise en charge, que je n'aurais jamais à m'inquiéter de la sécurité ou de la stabilité. Ce n'est pas personnel, Colin, dit Edwin. Et la fausse douceur dans sa voix me donnait la chair de poule. C'est juste que papa a toujours voulu que les biens familiaux restent dans la lignée de sang. Vous comprenez? Lignée de sang. Comme si les 22 ans que j'avais passés en tant qu'épouse de Floyd, en tant que belle-mère de Sidney et Edwin, ne signifiaient rien.
Comme si l'amour et l'engagement étaient en quelque sorte moins valables que la génétique. Bien sûr, ajouta Sydney, nous ne sommes pas sans cœur. Vous pouvez rester dans la maison pendant 30 jours le temps de prendre vos dispositions. Nous pensons que c'est plus qu'équitable. Équitable? Il pensait que 30 jours pour déraciner une vie était équitable. Je regardais autour du bureau, observant les détails familiers qui appartiendraient bientôt à quelqu'un d'autre. La bibliothèque où Floyd gardait ses romans en édition originale. La fenêtre qui donnait sur le jardin que nous avions planifié ensemble. La petite photographie sur son bureau, non pas de Sydney ou d'Edwin, mais de Floyd et moi le jour de notre mariage. Nous rions tous les deux de quelque chose dont je ne me souvenais plus. Il y a encore une chose, dit Sydney, et quelque chose dans son ton me fit lever brusquement les yeux. Il sortit un autre document du dossier. Celui-ci plus petit, mais en quelque sorte plus menaçant. Papa a accumulé d'importantes factures médicales pendant sa dernière maladie. L'assurance a couvert la plupart, mais il reste environ 180 000 $ à payer. Puisque vous étiez sa femme et que vous avez vraisemblablement pris des décisions médicales conjointement, l'hôpital et les médecins se tournent vers vous pour le paiement. La pièce sembla tourner légèrement. 180 000 $ de dette avec seulement 200 000 $ de l'assurance vie pour les couvrir. Cela me laisserait avec 20 000 $ pour reconstruire toute ma vie. Mais sûrement la succession. Comment sais-je? Les biens de la succession sont bloqués par la procédure de validation du testament, interrompit Edwin en douceur. Et étant donné les termes spécifiques du testament, ces dettes sont considérées comme distinctes des propriétés héritées. C'est malheureux, mais c'est ainsi que ces choses fonctionnent légalement. Je les regardais tous les deux, ces deux hommes qui m'avaient appelé maman à l'enterrement de leur père il y a à peine 3 jours. Sydney avec son costume parfaitement repassé et ses yeux froids. Edwin avec ses traits doux et sa voix qui suggérait de l'inquiétude tout en délivrant de la cruauté. J'ai besoin de temps pour digérer ça, dis-je finalement. Bien sûr, dit Sydney, se levant et redressant sa veste. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Mais souvenez-vous, le compte à rebours de 30 jours commence demain et ses factures médicales. Eh bien, plus elles attendent, plus les choses se compliquent. Ils me laissèrent seul dans le bureau de Floyd, entouré des fantômes de notre vie commune et du poids écrasant de ma nouvelle réalité. Le silence était assourdissant. Pas de réconfort, pas de rassurance, pas de suggestion que nous pourrions peut-être travailler ensemble pour trouver une solution qui honorerait à la fois les souhaits de Floyd et mon besoin humain fondamental de sécurité. Je restais assise là alors que la lumière de l'après-midi changeait dans la pièce, créant des ombres qui semblaient se moquer de la luminosité que Floyd et moi avions autrefois partagée ici. Mes mains trouvèrent le petit tiroir du bureau de Floyd où il avait toujours gardé ses objets personnels. À l'intérieur, sous de vieux reçus et des cartes de visite, mes doigts touchèrent quelque chose d'inattendu, une petite clé que je n'avais jamais vue auparavant. La clé était en vieux laiton, usée et lisse au toucher. Elle ne correspondait à aucune serrure de la maison que je connaissais, mais Floyd l'avait gardée dans son espace le plus privé. Pourquoi? Alors que je tenais la clé à la lumière, je remarquai que la voiture d'Edwin était toujours dans l'allée. À travers la fenêtre, je pouvais le voir lui et Sydney debout à côté, leurs têtes rapprochées dans une conversation animée. Ils célébraient, réalisais-je, se partageant leur héritage, planifiant ce qu'ils feraient de leur nouvelle richesse. Aucun d'eux ne regarda en arrière vers la maison où leur belle-mère, la femme de leur père, était assise seule avec les ruines de sa vie étalées devant elle. Mais alors que je les regardais s'éloigner en voiture, quelque chose d'étrange se produisit. Au lieu du désespoir que je m'attendais à ressentir, une autre émotion commença à prendre racine. Elle commença petite, juste un murmure au fond de mon esprit, mais elle devint plus forte à chaque instant qui passait. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient avoir réussi à m'effacer de l'héritage de Floyd, à me réduire à rien de plus qu'un inconvénient à gérer avec les exigences légales minimales. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient absolument pas savoir, c'est que Floyd avait toujours été plus rusé que ses deux fils ne le réalisaient, et après 22 ans de mariage, une partie de cette ruse avait déteint sur moi. La clé dans ma main sembla se réchauffer tandis que je la tenais, comme si elle essayait de me dire quelque chose. Demain, je découvrirai quelle serrure elle ouvrait. Ce soir, je laisserai Sydney et Edwin savourer leur victoire. Martin Morrison avait été l'avocat de Floyd pendant 15 ans. Et pendant tout ce temps, je ne l'avais jamais vu aussi mal à l'aise qu'assis en face de moi dans son bureau du centre-ville. Sa contenance habituellement parfaite était fissurée, révélant l'homme inquiet sous la façade professionnelle. « Colin, dit-il,
enlevant ses lunettes et les nettoyant pour la 3e fois en 10 minutes. Je dois vous conseiller dans les termes les plus fermes possibles. Ce n'est pas la bonne décision. Le soleil du matin entrait à flot par les baies vitrées de son bureau du 15e étage, projetant tout en un relief net. La rivière Sacramento scintillait en contrebas, et quelque part dans ces immeubles de bureaux brillants de l'autre côté de l'eau, des gens prenaient des décisions rationnelles sur leur vie. Je les enviais. Je comprends vos préoccupations, Martin, dis-je, ma voix plus stable que je ne le sentais. Mais ma décision est prise. Il posa ses lunettes et se pencha en avant, son expression sérieuse. Vous pourriez contester cela. Le testament. Il y a des irrégularités, des questions sur l'état mental de Floyd lors de la dernière révision. Nous pourrions le contester, retarder la procédure de succession, forcer Sidney et Edwin à négocier. J'avais passé la nuit blanche à lire et relire les documents que Sidney m'avait laissés, essayant de comprendre comment Floyd, mon Floyd, avait pu m'écrire hors de notre vie commune si complètement. Le langage était froid, clinique, réduisant 22 ans de mariage à quelques paragraphes sur une provision adéquate et des arrangements appropriés. Combien de temps prendrait une contestation ? Demandai-je. Des mois, peut-être des années. Mais Colin, vous auriez une réelle chance. Je connais Floyd et ce testament. Il ne correspond pas à l'homme que je connaissais. L'homme qui parlait de vous avec tant d'amour et de respect. Amour et respect. Avais-je imaginé toutes ces conversations où Floyd m'assurait que je serais prise en charge ? Avais-je mal compris ses promesses que je n'aurais jamais à m'inquiéter pour mon avenir ? Et pendant ces mois ou ces années, de quoi vivrais-je ? Sidney a bien fait comprendre que les dettes médicales sont ma responsabilité. 180 000 $, Martin. Même si je gagnais une contestation à la fin, je serais en faillite bien avant. Le mâchoire de Martin se contracta. Sidney et Edwin jouent dur. Mais c'est exactement pourquoi vous ne devriez pas leur donner ce qu'ils veulent. Ils comptent sur le fait que vous serez trop intimidé ou trop épuisé pour vous battre. Il avait raison. Bien sûr. Chaque instinct en moi criait que c'était mal, que Floyd n'avait pas eu l'intention de me laisser avec presque rien pendant que ses fils héritaient de millions. Mais les instincts ne payaient pas les factures médicales ni ne mettaient un toit sur ma tête. Et si je leur donnais tout ce qu'ils veulent, demandai-je tranquillement. Martin cligna des yeux. Pardon ? Et si je signais tous les papiers dont ils ont besoin, transférais toutes les créances sur les propriétés, partais proprement ? À quelle vitesse cela pourrait-il être fait ? Colin, vous ne pouvez pas être sérieuse. Vous renonceriez à vos droits légaux de contester. À quelle vitesse, Martin ? Il me regarda longuement, son masque professionnel glissant pour révéler une véritable inquiétude. Si vous renonciez à toutes les créances et signiez les décharges appropriées, une semaine, peut-être 2. Mais pourquoi envisageriez-vous même cela ? Je regardai de nouveau la rivière, observant un petit bateau naviguer sur le courant. Le capitaine du bateau semblait savoir exactement où il allait, suivant une carte invisible qui le guidait en toute sécurité vers sa destination. Parce que me battre me détruirait, dis-je finalement. Même si je gagnais, je serais une personne différente à la fin. Amère, épuisée, ruinée. Peut-être vaut-il mieux accepter ce qui est offert et construire quelque chose de nouveau. Martin se renversa dans son fauteuil, m'étudiant avec l'intense concentration qui avait fait de lui l'un des avocats les plus prospères de Sacramento. Colin, en 30 ans de pratique, je n'ai jamais eu un client qui a volontairement renoncé à un héritage à 7 chiffres. Il doit y avoir quelque chose que je ne comprends pas, il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas, mais je ne pouvais pas le lui expliquer. Je ne pouvais pas expliquer la certitude qui avait grandi en moi depuis que j'avais trouvé la mystérieuse clé de Floyd. Toute la nuit, j'avais cherché dans la maison ce qu'elle pouvait ouvrir, vérifiant chaque tiroir, chaque placard, chaque espace de rangement auquel je pouvais penser. Rien. Mais la clé me semblait importante. Comme si Floyd essayait de communiquer quelque chose d'outre-tombe. Peut-être que je suis juste fatigué, dis-je. Fatigué de me battre. Fatigué d'être vu comme la belle-mère avide qui veut voler l'héritage des fils. Peut-être est-il plus facile de leur laisser ce qu'ils pensent mériter. Ce qu'ils pensent mériter. La voix de Martin se fit plus vive. Colin, il ne s'agit pas de ce qu'ils méritent. Il s'agit de ce que Floyd avait l'intention de faire. Et je vous le dis, en tant que son avocat et ami, ce testament ne reflète pas ses véritables souhaits. Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Madame Whittaker, c'est Edwin.
Pourrions-nous nous rencontrer aujourd'hui pour discuter du calendrier du transfert de propriété? Je veux rendre cela aussi fluide que possible pour toutes les personnes concernées. La politesse était presque pire que la froide franchise de Sydney. Au moins, Sydney ne prétendait pas se soucier de rendre les choses fluides pour moi. Il planifie déjà le transfert, dis-je, montrant le message à Martin. Son visage s'assombrit. Il vous presse. Tactique de pression classique. Colin, je vous supplie de reconsidérer. Prenez le temps de faire votre deuil, de digérer ce que vous avez perdu. Ne prenez pas de décisions irréversibles alors que vous êtes sous le choc. Mais je n'étais plus sous le choc. L'engourdissement qui m'avait porté à travers la maladie et la mort de Floyd se dissipait, remplacé par quelque chose qui ressemblait presque à de la clarté. Je ne pouvais pas combattre Sydney et Edwin avec leurs avocats, leurs sentiments de droit et leur connaissance intime des affaires de Floyd. Mais peut-être que je n'avais pas besoin de les combattre directement. Si je devais signer les papiers, dis-je lentement, à quoi renoncerais-je exactement? Martin soupira lourdement, reconnaissant sa défaite. À toutes les créances sur la résidence principale, la propriété du lac Tao, les actifs de l'entreprise, tous les comptes joints ou investissements. Vous ne conserveriez que le paiement de l'assurance vie et tous les biens personnels qui étaient spécifiquement vôtres avant le mariage. Et en échange, ils accepteraient de gérer les dettes médicales à partir des fonds de la succession avant la distribution. Vous partiriez quitte de ces obligations. C'était quelque chose. Au moins, cela me laisserait avec les 200 000 $ complets au lieu de seulement 20 000 $ après le paiement des dettes. Toujours pas assez pour une sécurité à long terme, mais assez pour survivre pendant que je trouverai quoi faire ensuite. J'ai besoin de voir le libellé exact, dis-je. Martin ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. Je vais rédiger quelque chose qui protège vos intérêts autant que possible dans les circonstances. Mais Colin, une fois que vous aurez signé, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous n'aurez aucun recours légal si vous découvrez plus tard des informations qui auraient changé votre décision. Je comprends. Mais même en le disant, je me demandais si je comprenais vraiment. La clé dans mon sac à main semblait devenir plus lourde. Un rappel constant que Floyd m'avait laissé quelque chose, un message ou une instruction que je n'avais pas encore déchiffré. Faisais-je une terrible erreur en abandonnant si facilement? Ou étais-je guidé par un instinct plus profond que la logique? Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Sydney. Mère, nous apprécions votre coopération en ces temps difficiles. Edwin et moi voulons rendre la transition aussi indolore que possible. Peut-être pourrions-nous tout finaliser d'ici la fin de la semaine. Mère. Il m'appelait mère quand il voulait quelque chose, mais ça sonnait creux. Où était cette préoccupation familiale pendant les derniers mois de Floyd, quand j'étais assise seule dans les salles d'attente des hôpitaux? Ils veulent que tout soit signé d'ici la fin de la semaine, dis-je à Martin. Bien sûr qu'ils le veulent. Plus vite ils obtiendront votre signature, moins vous aurez de temps pour changer d'avis ou demander un deuxième avis. Il me regarda intensément. Colin, il y a quelque chose dans toute cette situation qui ne me semble pas juste. Sydney et Edwin agissent comme s'ils avaient peur que vous découvriez quelque chose qui compliquerait leur héritage. Les hommes ne se précipitent généralement pas pour régler une succession, sauf s'ils ont des raisons de s'inquiéter. Cette pensée m'avait aussi traversé l'esprit. Pendant toutes les années où j'avais connu Sydney et Edwin, ils n'avaient jamais été particulièrement efficaces ou pressés pour quoi que ce soit. Sydney était méthodique à l'excès, et Edwin était positivement nonchalant dans son approche des affaires. Cette soudaine poussée pour une résolution rapide semblait hors de leur caractère. Peut-être qu'ils sont juste impatients de passer à autre chose, dis-je, sans y croire moi-même. Ou peut-être qu'ils savent quelque chose que vous ne savez pas. Martin ferma son ordinateur portable et se pencha de nouveau en avant. Colin, je vais vous demander une dernière fois. Accepterez-vous au moins de prendre 48 heures pour y réfléchir? Dormez dessus. Parlez à un ami, à un conseiller, à quelqu'un qui n'est pas émotionnellement investi dans le résultat. J'ai failli rire. Un ami? Floyd et moi avions été les meilleurs amis l'un de l'autre pendant 22 ans. Nous avions laissé d'autres amitiés s'estomper en nous concentrant sur la construction de notre vie ensemble, en recevant ses associés, en gérant sa maison. J'avais été la femme de Floyd, la belle-mère de Sydney et Edwin. Mais je n'avais jamais vraiment compris qui j'étais en tant que femme individuelle. Je n'ai pas besoin de 48 heures, dis-je. J'ai déjà décidé. Martin m'étudia longuement, puis hocha lentement la tête. Très bien, je vais rédiger les papiers.
Mais je veux tout par écrit. Leur accord pour gérer les dettes médicales, un calendrier clair pour la réception du paiement de l'assurance, et une clause qui vous protège de toute réclamation future liée à la succession de Floyd. Merci. Ne me remerciez pas encore. Je suis sur le point de vous aider à commettre ce qui pourrait être la plus grande erreur de votre vie. En quittant le bureau de Martin et en traversant le hall en marbre vers l'ascenseur, j'aperçus mon reflet dans les murs polis. La femme qui me regardait était quelqu'un que je reconnaissais à peine. Plus âgée, certainement, mais aussi en quelque sorte plus solide, plus présente. Pendant 22 ans, j'avais été la femme de Floyd, définie par ma relation avec lui et ses fils. Pour la première fois depuis sa mort, j'étais forcé de découvrir qui était Colin Morrison Whitaker une fois dépouillé de ses rôles. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et j'entrai. Alors que nous descendions vers le parking, je touchai une dernière fois la clé dans mon sac à main. Floyd m'avait laissé quelque chose. J'en étais sûr. Et quoi que ce fût, Sidney et Edwin n'en savaient rien. La clé ouvrait un coffre-fort à la First National Bank sur J Street. Un coffre dont je n'avais jamais connu l'existence. J'avais passé 2 jours à fouiller méthodiquement chaque recoin de notre maison, de plus en plus frustré à chaque tiroir vide et chaque placard sans intérêt. Ce n'est qu'en fouillant dans le portefeuille de Floyd, celui que l'hôpital avait rendu avec ses effets personnels, que j'ai trouvé la petite carte de visite glissée derrière son permis de conduire. First National Bank, avec un numéro manuscrit au dos, 379. La directrice de la banque, une femme aimable nommée Patricia, qui se souvenait de Floyd lors de ses visites occasionnelles, me conduisit à la chambre forte avec une sympathie appropriée. Monsieur Whitaker était très précis au sujet de ce coffre, dit-elle alors que nous descendions les marches de marbre. Seul vous et lui y aviez accès. Il l'a ouvert il y a environ 6 mois. Il y a 6 mois. À peu près au moment où la santé de Floyd avait commencé à décliner, quand il avait commencé à avoir ces mystérieuses réunions d'affaires qu'il ne m'avait jamais vraiment expliquées. Le coffre était plus grand que je ne l'avais prévu, et plus lourd. Patricia me laissa seule dans la petite salle de consultation, et, les doigts tremblants, je soulevai le couvercle en métal. À l'intérieur se trouvaient des documents, beaucoup d'entre eux. Mais ce n'étaient pas les papiers juridiques que j'attendais, des testaments ou des polices d'assurance ou des contrats commerciaux. C'étaient des lettres personnelles, des emails imprimés, des relevés financiers, et ce qui ressemblait à des rapports de surveillance. La première chose qui attira mon attention fut une lettre manuscrite de Floyd, datée de seulement 2 mois avant sa mort. L'enveloppe portait la mention, pour Colin, à n'ouvrir qu'après avoir tout lu. Je la mis de côté et pris le document suivant, un échange de mails imprimé entre Sidney et une personne nommée Marcus Crawford. L'horodatage indiquait qu'il datait de 8 mois. Et en lisant, mon sang se glaça. Marcus, l'état de papa s'aggrave. Les médecins pensent qu'il lui reste peut-être 6 mois. Nous devons accélérer les protocoles de transfert. Peux-tu accélérer les formalités dont nous avons discuté? La réponse était tout aussi glaçante. Sidney, j'ai préparé les documents comme demandé. Une fois que votre père aura signé, les actifs de l'entreprise seront restructurés sous les sociétés écrans que nous avons établies. Les propriétés personnelles peuvent être transférées immédiatement après le décès. Et la femme? Colin ne sera pas un problème. Elle ne comprend pas le côté commercial, et au moment où elle comprendra ce qui se passe, il sera trop tard. Papa nous fait entièrement confiance. J'ai dû le lire 2 fois avant que la signification ne s'impose. Il planifiait cela depuis des mois. Pendant que je m'occupais de Floyd, le conduisant à ses rendez-vous chez le médecin, gérant ses médicaments, ses fils complotaient pour voler, non seulement à moi, mais à leur propre père. Le document suivant était un relevé bancaire pour un compte dont je n'avais jamais entendu parler. Whitaker Holdings LLC. Le solde indiquait 4,7 millions de dollars. En dessous, une note manuscrite de Floyd. Colin, ce sont nos véritables économies. Les garçons pensent que tout mon argent est immobilisé dans la maison et l'entreprise, mais j'ai déplacé la majeure partie de nos actifs ici il y a des mois. J'essayais de nous protéger. 4,7 millions de dollars. Nous n'étions pas pauvres. Nous n'étions même pas de la classe moyenne. Floyd avait été discrètement riche, et Sidney et Edwin avaient essayé de voler leur père mourant. Mes mains tremblaient alors que je prenais l'objet suivant, un dossier intitulé « Enquête privée, confidentielle ». À l'intérieur se trouvaient des photographies, des dossiers financiers et un rapport de synthèse d'un certain James Mitchell, détective privé agréé.
Les photos montraient Sidney entrant et sortant de ce qui semblait être un casino haut de gamme à Reno. Les eurodatages indiquaient qu'il avait fait plusieurs voyages au cours de l'année écoulée, séjournant parfois plusieurs jours. Les dossiers financiers brossaient un tableau encore plus sombre. Sidney devait 230 000 $ à divers créanciers, la plupart liés à des dettes de jeu. Le dossier d'Edwin était tout aussi accablant. L'enquête avait révélé que son entreprise de conseil était en fait une façade pour une série de montages d'investissements ratés. Il avait perdu près de 300 000 $ de l'argent d'autres personnes, y compris des fonds appartenant à plusieurs clients âgés qui lui avaient confié leurs économies de retraite. Les deux fils de Floyd se noyaient dans les dettes et les ennuis judiciaires. Pas étonnant qu'ils soient si impatients de mettre la main sur leur héritage. Mais le document le plus dévastateur était un rapport médical daté de 3 mois avant la mort de Floyd. Il ne provenait pas de son médecin habituel. C'était d'un neurologue dont je n'avais jamais entendu parler. Le résumé était bref mais concluant. Le patient ne présente aucun signe de déficience cognitive ou de capacité diminuée. Les facultés mentales restent vives et la capacité de prise de décision intacte. Sidney et Edwin avaient suggéré à quiconque voulait bien les écouter que la maladie de Floyd affectait son jugement, qu'il n'était pas capable de prendre des décisions judicieuses concernant sa succession. Mais ce rapport prouvait le contraire. Floyd avait été entièrement compétent mentalement jusqu'à la fin. Le dernier document du dossier était une copie d'un testament différent, pas celui que Sidney m'avait montré, mais un daté de seulement 6 semaines avant la mort de Floyd. Ce testament me laissait tout, avec des fonds en fiducie modestes pour Sidney et Edwin qui verseraient des paiements annuels, mais ne pourraient pas être consultés en une seule fois. Une note en marge, de l'écriture de Floyd, disait « Original détenu par Mitchell et associés, pas par le cabinet Morrison ». Mon cœur battait la chamade alors que les pièces du puzzle se mettaient en place. Il y avait 2 testaments. Sidney et Edwin avaient d'une manière ou d'une autre eu accès à une version plus ancienne et l'utilisaient pour réclamer leur héritage tandis que le véritable testament final était en sécurité dans un autre cabinet d'avocats. Mais pourquoi ce cabinet Mitchell et associés ne m'avait-il pas contacté après la mort de Floyd? Pourquoi ne découvrais-je cela que maintenant? Je pris la lettre de Floyd avec des mains tremblantes et ouvris soigneusement l'enveloppe. « Ma très chère Colline », commençait-elle. « Si tu lis ceci, c'est que je suis parti et que les garçons ont montré leur vrai visage. Je suis désolé de n'avoir pu te parler de tout cela de mon vivant, mais je devais être sûr de ce qu'ils préparaient. » La lettre continuait en expliquant comment Floyd était devenu méfiant lorsque Sidney et Edwin étaient soudainement devenus si attentifs pendant sa maladie, non pas par amour, mais parce qu'il se positionnait pour contrôler sa succession. Il avait engagé le détective privé, déplacé l'argent et créé le plan élaboré pour me protéger. Les garçons pensent qu'il hérite de la maison et de l'entreprise. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai lourdement hypothéqué les 2 propriétés au cours de l'année écoulée. La maison a une hypothèque de 1,2 million de $, et l'entreprise doit 800 000 $ aux créanciers. Ils n'héritent pas de biens. Ils héritent de dettes. Je fixai la lettre, croyant à peine ce que je lisais. Floyd avait essentiellement donné à Sidney et Edwin une pilule empoisonnée déguisée en héritage. La police d'assurance vie qu'ils ont mentionnée est réelle, continuait la lettre, mais elle n'est pas de 200 000 $. Elle est de 500 000 $ et l'argent supplémentaire est destiné à t'aider à recommencer. Martin Morrison n'était jamais censé s'occuper de ma succession. J'ai licencié son cabinet il y a 2 mois, mais je ne le lui ai pas dit. Les garçons doivent l'avoir convaincu de représenter la famille après ma mort. Le dernier paragraphe me fit monter les larmes aux yeux. Je sais que cela semble cruel, mais je ne pouvais pas rester les bras croisés et les regarder te voler comme ils ont volé tout le monde. Ils ont fait leur choix, Colline. Maintenant, ils doivent en assumer les conséquences. Tu mérites mieux que ce qu'ils prévoyaient de te donner. Prends l'argent, recommence à zéro et ne regarde pas en arrière. Amour éternel, Floyd. Attachée à la lettre se trouvait une carte de visite de Mitchell et associée et une note indiquant que je devais les contacter immédiatement après avoir lu le contenu du coffre-fort. Je suis resté assise dans cette petite pièce sans fenêtre pendant près d'1 heure, essayant de digérer tout ce que j'avais appris. Floyd ne m'avait pas abandonné. Il m'avait protégé. Et Sidney et Edwin, les hommes qui m'avaient appelé mère à l'enterrement, qui avaient parlé si éloquemment de famille et d'héritage, n'étaient rien de plus que de vulgaires voleurs. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui me retournait l'estomac. Si Sidney et Edwin étaient si désespérés d'argent qu'ils voleraient leur père mourant, que feraient-ils lorsqu'ils découvriraient que leur héritage était en réalité une montagne de dettes? S'en prendraient-ils à moi?
Essaieraient-ils de me forcer à les aider à sortir du trou financier que Floyd avait creusé pour eux? Je replaçai soigneusement tous les documents dans le coffre-fort, à l'exception de la carte de visite et de la lettre de Floyd. Celle-ci, je l'ai glissée en sécurité dans mon sac à main. Demain, j'appellerai Mitchell et associés et découvrirai exactement ce que Floyd avait arrangé. Mais ce soir, je devais dîner avec Sidney et Edwin, sachant ce que je savais maintenant sur eux. Je devais sourire et hocher la tête pendant qu'ils discutaient de leurs plans pour nos propriétés, en prétendant ne pas savoir qu'ils étaient sur le point d'hériter de rien d'autre que de dettes et de problèmes juridiques. Alors que je rentrais chez moi en voiture, mon téléphone sonna. C'était Edwin. « Colin, dit-il, sa voix chaude d'une fausse affection. Bianca et moi adorerions t'avoir à dîner ce soir. Nous avons pensé que ce serait bien de passer un moment en famille avant de finaliser toutes les questions juridiques. » Un moment en famille? Quelle délicate attention de leur part. Ça semble charmant, dis-je, surprise de la stabilité de ma voix. À quelle heure? 19h. Et Colin, nous voulons vraiment que tu saches combien nous apprécions la grâce avec laquelle tu gères tout. Papa serait fier. Papa serait fier. Si seulement Edwin savait ce que papa pensait vraiment de ses fils accros au jeu et criblés de dettes. En raccrochant et en continuant à conduire vers ce qui serait probablement mon dernier dîner en tant que membre de la famille Whittaker, je réalisais que quelque chose avait changé en moi. Le deuil et la confusion que je portais depuis la mort de Floyd étaient toujours là, mais ils étaient maintenant mélangés à autre chose, quelque chose de plus dur et de plus concentré. Sidney et Edwin pensaient être si malins, manipulant la veuve en deuil, me précipitant dans des décisions avant que je puisse réfléchir clairement. Ils n'avaient aucune idée que leur père avait 10 longueurs d'avance sur eux tout le temps. Et ils n'avaient certainement aucune idée que j'étais sur le point d'avoir 10 longueurs d'avance sur eux aussi. Le dîner allait être très intéressant, en effet. La maison d'Edwin et Bianca à Granite Bay était un monument à l'argent emprunté et au succès factice. En entrant dans leur allée circulaire, je n'ai pu m'empêcher de remarquer les nouvelles voitures de luxe, une BMW et une Mercedes qui coûtaient clairement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Maintenant, je comprenais d'où venait l'argent. Bianca ouvrit la porte, vêtue d'une robe de créateur qui coûtait probablement plus que mon budget mensuel d'épicerie. À 38 ans, elle avait perfectionné l'art de paraître chèrement entretenue, des mèches qui coûtaient $600 toutes les 8 semaines, des ongles qui nécessitaient des retouches hebdomadaires, des bijoux qui scintillaient avec le genre de pierre qui venait avec des avenants d'assurance. « Colin » s'exclama-t-elle, me faisant une bise aérienne qui effleura à peine ma joue. « Tu es magnifique. Comment tiens-tu le coup ?» L'inquiétude dans sa voix était à peu près aussi authentique que la couleur de ses ongles, mais je souris et jouai le jeu. « Je me débrouille, ma chère. Merci de m'inviter. » Sidney était déjà là, se prélassant dans le bureau d'Edwin avec un scotch à la main qui coûtait probablement plus par bouteille que ce que je dépensais en épicerie en un mois. La pièce était toute en bois sombre et en cuir, conçue pour projeter le succès et la stabilité. Ce qu'elle projetait en réalité, maintenant que je connaissais la vérité, c'était une prétention désespérée. « Mère, dit Sidney, se levant pour me faire une brève accolade. Tu as meilleure mine. Je m'inquiétais pour toi après notre conversation d'hier. Hier, quand il m'avait dit que j'étais essentiellement sans abri et en faillite. Quelle touchante préoccupation. » Edwin sortit de la cuisine, un verre de vin rempli de ce qui ressemblait à un chardonnay très cher. « Colin, si heureuse que tu aies pu venir. Bianca a cuisiné tout l'après-midi. Son fameux saumon en croûte d'herbe. » Les trois se déplaçaient autour de moi comme des hôtes gracieux, offrant des boissons et des amuse-gueules, commentant mon apparence, demandant mes projets. C'était une performance magistrale d'inquiétude familiale, et si je n'avais pas passé l'après-midi à lire sur leurs dettes de jeu et leurs entreprises ratées, j'aurais pu être touché. Le dîner fut servi dans leur salle à manger formelle, avec de la porcelaine qui semblait appartenir à un musée et des couverts assez lourds pour être des armes. Bianca s'était en effet surpassée. Le saumon était parfaitement préparé, le vin expertement assorti, la présentation impeccable. Alors, dit Sidney alors que nous nous installions pour le plat principal, Martin Morrison m'a appelé cet après-midi. Il a mentionné que tu es prête à avancer avec le transfert de la succession. Je pris une bouchée délicate de saumon, gagnant du temps. Oui, j'ai décidé que me battre pour les volontés de Floyd n'est pas la façon dont je veux passer mes dernières années. L'harmonie familiale est plus importante que l'argent. Le soulagement qui vacilla sur le visage d'Edwin était presque comique. C'est merveilleux, Colin. Vraiment merveilleux.
Papa serait si heureux de savoir que nous travaillons tous ensemble. Nous avons préparé quelques papiers, ajouta Bianca, attrapant un dossier manille qui se trouvait sur le buffet. Juste pour tout officialiser. Notre avocat les a rédigés pour compléter ce que Martin gère. Leur avocat. Bien sûr, ils avaient fait appel à leur propre représentation juridique. Je me demandais si ce mystérieux avocat était au courant des dettes de jeu de Sydney ou des schémas d'investissement frauduleux d'Edwin. Quelle délicate attention, dis-je, sans toucher le dossier. Mais je dois mentionner que j'ai réfléchi aux factures médicales. La température dans la pièce sembla chuter de plusieurs degrés. Sydney posa son verre de vin avec un peu trop de force. Quel genre de réflexion ? Demanda Edwin, sa voix soigneusement neutre. Eh bien, 180 000 $ est une somme substantielle. Je me demandais si nous devrions peut-être faire examiner les actifs liquides de la succession par un comptable avant que je m'engage à assumer personnellement cette dette. Sydney et Edwin échangèrent un regard, le même genre de communication silencieuse que j'avais vu dans le bureau de Floyd, mais cette fois, je pouvais lire le sous-texte. Ils avaient peur que je découvre quelque chose. Colin, dit Sydney avec précaution. Je pensais que nous avions expliqué que les actifs de la succession sont bloqués par la procédure de succession. Les factures médicales sont distinctes de l'héritage. Bien sûr, dis-je agréablement. Mais Floyd était toujours si méticuleux dans sa tenue de registre. Je suis sûr qu'il doit y avoir des documents sur les dettes exactes qui appartiennent à la succession par rapport à ce qui est considéré comme une responsabilité personnelle. Bianca rit. Le son était un peu trop vif. Oh, Edwin s'occupe de toutes ces choses financières ennuyeuses, n'est-ce pas, chérie ? Edwin hocha rapidement la tête. Absolument. Tout a été correctement catégorisé. Les frais médicaux vous incombent parce que vous étiez l'épouse de Floyd et vraisemblablement impliquée dans les décisions de traitement. Ça a du sens, acquiesçai-je. Bien que je trouve intéressant que Floyd n'ait jamais mentionné s'inquiéter des frais médicaux. Il semblait toujours si confiant que nous avions une assurance adéquate. Le silence s'étira un instant de trop. Sydney se racla la gorge. L'assurance ne couvre pas tout. Malheureusement, le traitement de papa a été assez intensif ces derniers mois. Je savais que je m'aventurais en terrain dangereux, mais je ne pouvais résister à l'envie de pousser un peu. Je suppose que je devrais contacter l'hôpital directement. Obtenir un détail de ce qui est dû et de ce que l'assurance a réellement couvert. La fourchette d'Edwin claqua contre son assiette. Ce n'est pas nécessaire, Colin. J'ai déjà géré tout ça très minutieusement. Je suis sûr que oui, dis-je. Mais en tant que veuve de Floyd, je me sens responsable de comprendre exactement ce qui s'est passé financièrement pendant sa dernière maladie. C'est le moins que je puisse faire pour sa mémoire. Bianca se leva brusquement. Qui veut du dessert ? J'ai fait cette recette de tourte au chocolat du magazine Food & Wine. Elle s'enfuit pratiquement dans la cuisine, et je ne manquai pas le regard significatif que Sydney lança à Edwin. Ils étaient secoués, et j'avais à peine commencé à sonder. Colin, dit Sydney, se penchant en avant avec ce que je suppose être une expression paternelle. J'espère que tu ne remets pas en question notre arrangement à cause de quelque chose que quelqu'un d'autre a dit. Parfois, les gens qui ne connaissent pas le droit des successions peuvent donner des conseils trompeurs. Oh non, l'assurai-je. Je ne remets rien en question. J'essaie juste d'être minutieuse. Floyd disait toujours que le diable était dans les détails. Edwin rit nerveusement. Papa aimait sa paperasse. Certainement. En fait, je suis passé par son bureau et je continue de trouver des documents que je ne comprends pas. Des relevés bancaires pour des comptes dont je n'ai jamais entendu parler, des papiers d'affaires pour des entreprises dont je ne savais pas qu'il était impliqué. La couleur quitta le visage d'Edwin. Quel genre de documents ? Oh, rien d'important, j'en suis sûr. Juste des relevés financiers déroutants. Cependant, j'ai trouvé une clé de coffre-fort que je n'avais jamais vue auparavant. Sydney devint très immobile. Un coffre-fort ? Oui. N'est-ce pas étrange ? Je pensais connaître tous les arrangements financiers de Floyd, mais apparemment, il avait des comptes et des coffres dont je n'étais pas au courant. Je suppose que je devrais les examiner avant que nous finalisions tout. Le regard qui passa entre les frères cette fois était de la pure panique, rapidement réprimée, mais indubitable. Mère, dit Sydney, sa voix tendue par l'effort de paraître désinvolte. Tu ne devrais pas te soucier de toute cette paperasse.
Les documents juridiques peuvent être très déroutants pour quelqu'un sans expérience en affaires. Pourquoi ne laisses-tu pas Edwin et moi nous occuper de vérifier ce que tu as trouvé? C'est très gentil de votre part à tous les deux, dis-je. Mais je pense que Floyd voudrait que je comprenne notre situation financière moi-même. Après tout, je vais devoir me gérer seul à partir de maintenant. Bianca revint avec la tourte, son sourire semblant quelque peu forcé. Alors qu'elle servait le dessert, la conversation passa à des sujets plus sûrs, le temps, le dernier projet de conseil d'Edwin, le cabinet d'avocats de Sydney. Mais je pouvais sentir la tension sous leur bavardage poli, comme un courant électrique attendant de jaillir. Après le dîner, alors que je me préparais à partir, Sydney m'accompagna à ma voiture. « Colin, dit-il, sa main sur la portière de ma voiture. À propos de ces documents que tu as mentionné avoir trouvés. Oui. Il serait probablement préférable que tu les apportes à notre prochaine réunion. Laisse-nous t'aider à trier ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Le système de classement de papa n'était pas toujours logique. » Je lui souris. Le même sourire agréable que j'avais arboré toute la soirée. Bien sûr, Sydney. La famille devrait s'entraider. Mais alors que je m'éloignais en voiture, je l'aperçus dans mon rétroviseur, debout dans l'allée avec son téléphone déjà collé à l'oreille. Il passait un appel qui ne pouvait pas attendre son retour à l'intérieur. Au moment où j'arrivais à la maison, mon propre téléphone sonnait. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, Madame Whittaker, c'est James Mitchell de Mitchell et Associés. Je crois que vous avez des documents qui appartiennent à mon bureau. Monsieur Mitchell, dis-je, m'installant dans le fauteuil de Floyd dans son bureau. Comment saviez-vous que je les avais trouvés? Votre mari était très précis dans ses instructions. Si vous trouviez le coffre-fort, je devais vous contacter dans les 24 heures. Madame, nous devons nous rencontrer dès que possible. Il y a certaines choses sur la succession de votre mari que vous devez savoir avant de signer quoi que ce soit avec Sydney et Edwin. Quel genre de choses? Des choses qui changeront tout, Madame Whittaker. Tout. En raccrochant et en regardant autour du bureau de Floyd, mon bureau maintenant, je réalisais que le jeu invisible que j'avais joué toute la soirée était sur le point de devenir très visible. Sydney et Edwin pensaient manipuler une veuve en deuil, mais ils n'avaient aucune idée que leur père jouait un jeu beaucoup plus long et beaucoup plus sophistiqué. Le bureau de James Mitchell ne ressemblait en rien à la suite élégante de Martin Morrison en centre-ville. Situé dans un modeste immeuble du centre de Sacramento, il avait l'atmosphère confortable et vécu d'un endroit où le vrai travail se faisait plutôt que de courtiser des clients impressionnants. Mitchell lui-même était une surprise, un homme à la voix douce dans la soixantaine avec des yeux bienveillants et des mains qui montraient qu'il avait travaillé pour tout ce qu'il avait gagné. Madame Whittaker, dit-il, se levant de derrière un bureau qui était un chaos organisé incarné. Merci d'être venu si rapidement. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Je m'installai dans le fauteuil en cuir usé en face de son bureau. Mon sac à main contenant la lettre de Floyd était fermement tenu sur mes genoux. Monsieur Mitchell, je dois admettre que je suis confuse par tout cela. Je ne savais même pas que Floyd avait engagé un autre avocat. Il m'a engagé il y a environ 8 mois, dit Mitchell, sortant un dossier épais. Au départ, c'était juste pour mener une enquête discrète sur certaines irrégularités financières qu'il avait remarquées. Mais à mesure que nous découvrions plus d'informations, mon rôle s'est considérablement élargi. Il ouvrit le dossier et je pus voir qu'il contenait des copies de nombreux documents que j'avais trouvés dans le coffre-fort, ainsi que d'autres que je n'avais pas vus. Votre mari était un homme très minutieux, Madame Whittaker. Quand il a réalisé ce que ses fils préparaient, il a développé une stratégie complète pour vous protéger et s'assurer qu'ils subiraient les conséquences de leurs actions. L'enquête a montré qu'il le volait. Mitchell hocha la tête d'un air sombre. Sydney falsifiait la signature de son père sur des documents de prêt, utilisant l'entreprise familiale comme garantie pour ses dettes de jeu. Edwin était pire. Il transférait systématiquement des fonds des comptes de clients vers ses propres sociétés écrans. Tous deux risquaient des poursuites pénales si leurs activités étaient révélées. Un frisson me parcourut. Poursuite pénale. Vol qualifié, fraude électronique, abus de faiblesse sur personnes âgées. Votre mari aurait pu les faire arrêter tous les deux. Au lieu de cela, il a choisi une forme de justice plus créative. Mitchell sortit un autre jeu de documents et les étala sur son bureau. Ce sont les registres immobiliers de la maison et de la propriété du lac Tahoe. Depuis 6 mois, les deux propriétés sont hypothéquées au maximum.
Votre mari a contracté des hypothèques totalisant 1,2 million de dollars sur la maison et 800 000 dollars sur la villa. Mais pourquoi aurait-il fait ça? Nous possédions les deux propriétés sans aucune charge. Parce qu'il savait que Sydney et Edwin en hériteraient, et il voulait s'assurer qu'il hériterait également des dettes associées. L'argent de ces hypothèques, il est en sécurité sur le compte de Whittaker Holdings auquel vous seul pouvez accéder. Ma tête tournait alors que j'essayais de comprendre ce qu'il me disait. Donc, quand ils hériteront des propriétés. Ils hériteront de propriétés d'une valeur d'environ 1,6 million de dollars, mais avec des hypothèques totalisant 2 millions de dollars. Ils devront 400 000 dollars de plus que la valeur des maisons. Ce n'est pas possible. Ils m'ont montré le testament. Ils vous ont montré un testament obsolète, interrompit doucement Mitchell. Un qui a été remplacé par une version finale que votre mari a exécutée 6 semaines avant sa mort. Le vrai testament vous laisse tout, avec la stipulation que si vous le souhaitez, vous pouvez donner les propriétés à Sydney et Edwin. Le choix vous appartient entièrement. Il me tendit une copie du vrai testament. En lisant le jargon juridique, une clause se détacha. Je laisse la décision de ce que, le cas échéant, mes fils Sydney et Edwin hériteront entièrement à ma femme bien-aimée, Colin, faisant confiance à sa sagesse et à son jugement pour déterminer ce qu'ils méritent vraiment. Floyd m'a laissé le choix, murmurai-je. Il l'a fait. Et Madame Whittaker, il y a plus. La police d'assurance vie n'est pas de 200 000 dollars. Elle est de 500 000 dollars. Et il y a une police supplémentaire de 300 000 dollars dont Sydney et Edwin ne savent rien. 800 000 dollars. Combiné avec l'argent que Floyd avait déplacé sur les comptes protégés, je n'étais pas seulement en sécurité. J'étais riche. Mais voici la partie la plus importante, poursuivit Mitchell. Votre mari a tout documenté. Chaque signature falsifiée, chaque transfert frauduleux, chaque mensonge que Sydney et Edwin ont raconté pendant sa maladie. Si vous choisissez de porter plainte, nous avons plus qu'assez de preuves pour garantir des condamnations. La pièce sembla tourner légèrement alors que toute l'étendue du plan de Floyd devenait claire. Il ne m'avait pas seulement protégé. Il m'avait donné le pouvoir de décider du sort de Sydney et Edwin. Que se passe-t-il si je ne porte pas plainte, mais que je ne leur donne pas non plus les propriétés? Ils n'obtiennent rien. Ils héritent de l'amour de leur père et de leurs souvenirs d'enfance, et c'est tout. Pendant ce temps, ils sont toujours confrontés aux dettes qu'ils ont déjà accumulées, et les créanciers qui attendaient leur héritage pour être remboursés ne seront pas très compréhensifs. Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonna. C'était Sydney. Ne répondez pas, conseilla Mitchell. Pas encore. Il y a encore quelque chose que vous devez savoir. Mais le téléphone continua de sonner et quelque chose dans sa persistance me mit mal à l'aise. Finalement, je décrochai. Colin. La voix de Sydney était tendue, presque frénétique. Nous devons parler. Il y a eu un développement. Quel genre de développement? Quelqu'un de Mitchell est associé a appelé Edwin ce matin. Ils prétendent avoir des documents qui annulent le testament sur lequel nous travaillons. C'est très préoccupant, Colin. Nous pensons que quelqu'un pourrait essayer de frauder la succession. Je regardais Mitchell, qui secouait la tête avec ce qui aurait pu être de l'amusement. Sydney, je ne comprends pas quel genre de documents. Des papiers juridiques qui n'ont aucun sens. Écoute, mère, je pense que tu devrais venir immédiatement au bureau de Martin Morrison. Nous devons régler ça avant que tu ne signes quoi que ce soit ou que tu prennes des décisions que tu pourrais regretter. L'urgence dans sa voix était révélatrice. Ils avaient découvert qu'ils n'héritaient pas de ce qu'ils pensaient, et ils paniquaient. J'y serai dans 1 heure, dis-je, et je raccrochai. Mitchell se renversa dans son fauteuil. Alors, Madame Whittaker, le moment de vérité est arrivé. Que voulez-vous faire? Je fixai les documents étalés sur son bureau, preuve d'années de manipulation et de vol, preuve de la planification minutieuse de Floyd, et le fondement juridique de tout choix que je ferai ensuite. Je veux comprendre quelque chose, dis-je lentement. Si je leur donne les propriétés avec les hypothèques, sont-ils légalement obligés de payer ces dettes? Absolument. Les hypothèques sont transférées avec les propriétés. Ils auraient 30 jours pour refinancer ou assumer les prêts ou faire face à une saisie. Et étant donné leurs dettes existantes et leurs problèmes de crédit, aucune banque ne les refinancerait. Ils perdraient les propriétés et devraient encore les soldes déficitaires. Je pensais au dîner de la veille, à la robe de créateur de Bianca et aux voitures chères dans leur allée,
à l'arrogance désinvolte de Sydney et à la fausse sollicitude d'Edwin. Je pensais à 22 ans passés à être traité comme une étrangère dans ma propre famille, à être méprisé, infantilisé et finalement trahi. Mais surtout, je pensais à Floyd, allongé dans ce lit d'hôpital, sachant ce que ses fils préparaient, travaillant même dans ces dernières semaines pour me protéger de leur cupidité. « Monsieur Mitchell », dis-je en me levant et en lissant ma jupe. Je crois qu'il est temps que Sydney et Edwin apprennent les conséquences de leur choix. Alors que je conduisais vers le bureau de Martin Morrison, mon téléphone vibrait d'un flot continu de SMS de plus en plus désespérés. « Sydney, mère, s'il te plaît, ne signe rien avant que nous ayons réglé ça. Edwin, Colin, il y a des gens qui essaient de profiter de ton deuil. Sois prudente. Bianca, nous sommes une famille ici. Ne laisse pas des étrangers s'interposer entre nous. Famille. » Il pensait encore pouvoir me manipuler avec ce mot. Mais en entrant dans le parking de l'immeuble de Martin, je réalisais que quelque chose avait fondamentalement changé. Pour la première fois en 22 ans, je n'entrais pas dans une réunion en tant qu'épouse de Floyd ou en tant que belle-mère de Sydney et Edwin. J'entrais en tant que Colin Whittaker, une femme avec 5,7 millions de dollars, une documentation juridique complète des crimes de ses beaux-fils, et le pouvoir de décider de leur avenir. La veuve effrayée et en deuil qu'il pensait manipuler avait cessé d'exister. À sa place se trouvait quelqu'un de beaucoup plus dangereux, une femme qui n'avait plus rien à perdre et tout à gagner. La salle de conférence de Morrison et associés n'avait jamais semblé aussi petite. Sydney et Edwin étaient assis d'un côté de la table en acajou poli, leur visage pâle mais déterminé. Martin Morrison occupait le bout de la table, semblant plus mal à l'aise que je ne l'avais jamais vu. James Mitchell était assis à côté de moi, une épaisse mallette à ses pieds et l'attitude calme d'un homme qui tenait toutes les cartes. « Colin », commença Sydney avant que quiconque puisse parler. « Nous sommes heureux que tu sois là. Toute cette situation est devenue très confuse. Et nous devons éclaircir quelques malentendus. » « Quel genre de malentendus ? Demandai-je, m'installant dans mon fauteuil et croisant calmement les mains sur mes genoux. Edwin intervint, sa voix tendue d'une fausse sollicitude. Quelqu'un a répandu des informations erronées sur la succession de papa, des allégations sur différents testaments, des comptes cachés, des choses qui n'ont tout simplement aucun sens. Nous craignons que des personnes sans scrupules essaient de profiter de ton deuil. Martin Morrison se racla la gorge. Colin, je dois admettre que je suis également confus. Monsieur Mitchell ici prétend avoir des documents qui annulent le testament sur lequel je travaille, mais Floyd n'a jamais mentionné avoir changé d'avocat ou créé de nouveaux documents de succession. C'est parce que Floyd ne vous faisait plus confiance, dis-je tranquillement. La pièce devint silencieuse comme la mort. Le visage de Martin devint rouge tandis que Sydney et Edwin échangeaient un regard de pure panique. « Pardon » dit Martin. J'ouvris mon sac à main et sortis la lettre de Floyd, celle que j'avais trouvée dans le coffre-fort. Floyd a découvert que quelqu'un dans votre cabinet transmettait des informations sur sa planification successorale à Sydney et Edwin. Il ne pouvait pas être sûr si c'était vous personnellement ou quelqu'un de votre bureau, alors il a décidé de faire affaire ailleurs. C'est impossible, dit Sydney rapidement. Papa faisait entièrement confiance à Martin. Vraiment ? Je regardais directement Sydney, appréciant la façon dont sa façade confiante commençait à se fissurer. Alors pourquoi a-t-il secrètement engagé un détective privé il y a 8 mois pour enquêter sur vos activités financières ? Et pourquoi a-t-il déplacé 4,7 millions de dollars sur des comptes auxquels seul moi peux accéder ? Edwin eut un haut le cœur. 4,7 millions ? Ce n'est pas possible. Papa n'avait pas ce genre de liquidité. En fait, si, dit James Mitchell, ouvrant sa mallette et sortant un dossier épais. Votre père était considérablement plus riche que vous ne le pensiez. Il avait discrètement constitué un portefeuille pendant des années, spécifiquement pour assurer la sécurité de Colin après sa mort. Il étala des documents sur la table. Des relevés bancaires, des dossiers d'investissement, des titres de propriété. La maison que vous pensez hériter, elle a une hypothèque de 1,2 million de dollars. La villa au lac Tahoe, 800 000 dollars de privilèges. Votre père a contracté ses prêts spécifiquement pour grever tout héritage de dette. Le visage de Sydney était passé de pâle à gris. Vous mentez. Je crains que non, poursuivit calmement Mitchell. Votre père a tout documenté très soigneusement. Y compris vos dettes de jeu, Sydney, 230 000 dollars à divers créanciers, et les montages d'investissements frauduleux d'Edwin, qui ont coûté à ses clients près de 300 000 dollars.
C'est du harcèlement, dit Edwin, sa voix se brisant. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela. Mitchell sourit et sortit un autre dossier. En fait, je peux. Des relevés bancaires montrant des signatures falsifiées sur des documents de prêt. Des registres de virements bancaires prouvant le détournement de fonds. Des conversations téléphoniques enregistrées où vous discutez tous les deux de la manipulation de la succession de votre père pendant qu'il mourait à l'hôpital. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Martin Morrison fixait les documents avec l'expression horrifiée d'un homme réalisant qu'il avait été complètement dupé. Colin, dit Sidney, sa voix maintenant ouvertement désespérée. Tu ne crois sûrement pas à ces fabrications. Nous sommes une famille. Nous t'aimons. Famille, répétai-je. La façon dont vous m'avez aimé quand vous m'avez dit que j'héritais de $20 000 après 22 ans de mariage. La façon dont vous m'avez aimé quand vous m'avez donné 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. Bianca, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prit soudain la parole. Tout cela n'est qu'un malentendu. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons faire des ajustements. En fait, interrompis-je, il n'y a rien à arranger. Le vrai testament, le seul juridiquement contraignant, me laisse tout. Le choix de ce que, le cas échéant, Sidney et Edwin hériteront est entièrement le mien. Je plongeai la main dans mon sac et sortis un autre document. Ceci est un acte de donation que j'ai fait préparer ce matin. Je vous donne exactement ce que vous avez essayé de me donner. Sidney saisit le document et le lut rapidement, son visage passant par la confusion, la compréhension, et finalement l'horreur. Tu nous donnes la maison et la villa, dit lentement Edwin. Mais avec les hypothèques. C'est exact. Vous posséderez des propriétés d'une valeur d'environ 1,6 million de dollars avec des dettes associées de 2 millions de dollars. Cela vous laisse avec un trou de 400 000 dollars, ce qui semble approprié compte tenu de vos difficultés financières existantes. Tu ne peux pas faire ça, dit Sidney. Mais sa voix manquait de conviction. En fait, je peux. C'est exactement ce que Floyd avait l'intention de faire. Il voulait que vous fassiez face aux conséquences de vos choix. Martin Morrison retrouva enfin sa voix. Colin, c'est extrêmement irrégulier. Peut-être devrions-nous prendre le temps d'examiner toutes les options. Non, dis-je fermement. J'ai tout examiné. Sidney et Edwin peuvent accepter leur héritage tel qu'il est offert ou ils peuvent partir sans rien. Ce sont leurs seules options. Et si nous refusons, demanda Edwin. James Mitchell répondit. Alors Madame Whittaker portera plainte pour abus de faiblesse sur personne âgée, vol qualifié et fraude électronique. Les preuves sont accablantes. Vous risqueriez tous les deux une peine de prison significative. Le silence s'étira pendant ce qui sembla être des heures. Je pouvais voir l'esprit de Sidney travailler, essayant de trouver un angle, un moyen de négocier ou de manipuler la situation. Edwin semblait simplement vaincu. Finalement, Sidney parla. Que veux-tu de nous ? Je veux que vous signiez les papiers acceptant l'héritage tel qu'il est offert. Je veux que vous acceptiez de ne plus jamais me contacter, sauf par l'intermédiaire d'avocats. Et je veux que vous compreniez que c'est ce que votre père a choisi pour vous. Non pas par haine, mais parce que vous l'avez forcé à le faire. Bianca se mit à pleurer. Cela va nous ruiner. Nous allons tout perdre. Vous auriez dû y penser avant de commencer à voler votre père mourant, dis-je sans sympathie. Edwin me regarda avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Il a vraiment tout planifié. Chaque détail. Votre père était bien plus malin que vous ne l'avez jamais cru. Finalement, ils signèrent. Ils n'avaient pas le choix. L'alternative était la prison. Et même dans leur désespoir, ils n'étaient pas tout à fait prêts à risquer cela. Alors qu'ils sortaient de la salle de conférence, Sidney s'arrêta à la porte. Ce n'est pas fini, Colin. Si, ça l'est, répondis-je calmement. C'est complètement fini. 3 mois plus tard, je vendis les biens immobiliers que Sidney et Edwin ne pouvaient pas se permettre de garder et déménager dans un charmant cottage à Carmel, avec vue sur l'océan Pacifique. Le cottage coûta 1,2 million de dollars en espèces et me laissa encore plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en plusieurs vies. J'appris par mon avocat que Sidney avait déclaré faillite et suivait une thérapie pour l'addiction aux jeux ordonnée par le tribunal. Edwin était retourné vivre chez sa mère et travaillait comme directeur de nuit dans un hôtel près de l'aéroport. Bianca avait demandé le divorce et déménagé à Los Angeles avec sa sœur. Parfois, généralement le soir lorsque le brouillard arrivait de l'océan,
je pensais à Floyd et me demandais s'il approuverait la tournure des événements. Puis je me souvenais de sa lettre, de sa planification minutieuse, de sa détermination à me protéger même après la mort. Je pense qu'il aurait été très satisfait, en effet. Le cottage était doté d'un magnifique jardin que les précédents propriétaires avaient négligé. Je passais mes journées à lui redonner vie, plantant des rosiers comme ceux que Floyd et moi avions cultivés ensemble, créant des jardins d'herbes aromatiques et des parterres de fleurs qui fleurissaient en succession soigneusement planifiés tout au long de l'année. C'était un travail paisible, satisfaisant d'une manière que 22 ans passés à gérer les attentes des autres ne l'avaient jamais été. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne rendais de compte à personne d'autre qu'à moi-même. Je rejoignis le club de jardinage local, pris des cours d'aquarelle au Community College, et commençai même à faire du bénévolat au refuge pour animaux. Des plaisirs simples, mais ils semblaient révolutionnaires après des décennies à vivre ma vie au service des besoins et des désirs des autres. Un après-midi, alors que je taillais les roses fanées de mon jardin de devant, une jeune femme s'arrêta au portail. Elle avait peut-être 30 ans, des yeux bienveillants et un sourire hésitant. « Excusez-moi, dit-elle. Je suis Sarah Mitchell, la fille de James Mitchell. Il m'a dit que vous pourriez être intéressé par des opportunités de bénévolat. » Je posai mon sécateur et me dirigeai vers le portail. Quel genre d'opportunité ? Je travaille avec des femmes qui essaient d'échapper à des relations abusives, abus financiers, manipulation émotionnelle, ce genre de choses. Papa a dit que vous pourriez comprendre ce qu'elles traversent. Je pensais à la femme effrayée et confuse que j'avais été il y a quelques mois à peine, convaincue que j'étais impuissante et dépendante de la bonne volonté de personnes qui ne se souciaient pas de moi. Je pourrais, dis-je. Sarah sourit. Voulez-vous que je vous parle de ce que nous faisons ? Tandis que nous parlions, je réalisais que le dernier cadeau de Floyd n'avait pas été seulement la sécurité financière. Il m'avait donné quelque chose de bien plus précieux. La connaissance que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé, plus intelligente que quiconque ne m'en avait donné le crédit, et capable de me protéger et de protéger les autres qui en avaient besoin. 2 mois plus tard, je créai la fondation Floyd Whitaker pour la justice financière, fournissant un soutien juridique et une éducation financière aux victimes d'abus financiers familial. Ce n'était pas l'héritage que Sydney et Edwin s'attendaient à laisser, mais c'était exactement l'héritage que Floyd aurait voulu. Maintenant, je suis curieuse de vous connaître, vous qui écoutez mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place ? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ? Commentez ci-dessous.